La France a une tradition polaire. Elle a installé dans les années 50 une base scientifique permanente sur la côte du continent antarctique à Dumont d'Urville pour y faire, dans des conditions climatiques difficiles, de la recherche fondamentale. Et elle a commencé à construire une deuxième base, non plus sur la côte, mais cette fois à l'intérieur même du continent. Alors pourquoi est-ce qu'une moyenne puissance mondiale comme la France décide-t-elle de financer et de construire, avec l'Italie et l'Union européenne, une nouvelle base en Antarctique? Quel sens, quel intérêt cet effort peut-il bien avoir pour un pays tout de même nettement européen? Michel Glass est professeur de physique à Paris 13 et il est le coordinateur scientifique de ce projet européen Concordia. Et j'ai pu lui poser ces questions en Antarctique lors d'un voyage en Terre Adélie que j'ai pu faire en février 1999 grâce à l'Institut polaire français. Pourquoi installer une deuxième base en Antarctique? Oui, alors en fait il y a deux questions dans cette question-là. La première question, c'est est-ce qu'il est intéressant d'installer une base à l'intérieur de l'Antarctique? Parce que la plupart des bases actuelles sont des bases qui sont sur le pourtour de l'Antarctique, pour une raison simple, c'est que c'est plus facile d'accès. Alors, la réponse à cette première question, est-ce qu'il est intéressant de mettre une ou des bases à l'intérieur de l'Antarctique? C'est la suivante. L'Antarctique, c'est très grand. On ne s'en rend pas bien compte si on regarde les cartes. L'Antarctique, c'est grand, c'est plus grand que l'Europe, ou ça dépend d'où on vient, c'est aussi plus grand que les États-Unis. Bon. À l'intérieur de l'Antarctique, pour l'instant, il n'y a qu'une base qui soit permanente. C'est la base du pôle Sud, qui est entretenue par les Américains. Il y a eu une base russe ou soviétique qui s'appelle Vostok, et cette base russe fonctionne encore de manière semi-permanente et avec de grandes difficultés. Donc l'idée de dire, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des bases à l'intérieur de l'Antarctique pour regarder un certain nombre de problèmes? Eh bien, c'est une bonne idée parce que on ne peut pas connaître un continent en installant simplement des bases tout autour, sur son pourtour. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que l'Antarctique, ce n'est pas quelque chose qui est uniforme. Et il faut voir que tout compte fait, on peut diviser l'Antarctique en deux gros éléments, en parlant globalement. L'Antarctique qui s'appelle l'Antarctique de l'Ouest, qui comporte la péninsule antarctique et puis tout ce qui se trouve à l'ouest d'une grosse chaîne de montagnes qui s'appelle la chaîne transantarctique, et puis l'Antarctique de l'Est. Et la station américaine, qui est en gros la seule station permanente à l'intérieur du continent, se trouve plutôt du côté de l'Antarctique de l'Ouest. Alors que la station Concordia se situe à l'est et à l'intérieur des côtes. Alors, si on regarde la station Concordia, cette station Concordia est environ à 1000 km de la côte. Ça a l'air très proche, parce qu'on se dit, c'est la distance entre Paris et Nice. Pour aller de Paris à Nice, il faut une journée. Bon, en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est très loin, au contraire. Pourquoi? Parce que c'est une zone où il fait froid. À la station Concordia, en été, au meilleur moment de la journée, il fait moins 35. Bon, en hiver, il fait moins 70, moins 80. Donc c'est quelque chose qui est très difficile d'accès, même en été. Et puis lorsqu'on va à cette station... Oui, c'est ça, comment on y va? On peut y aller de deux façons. On peut y aller en avion. 1000 km, ça veut dire 4 heures, 5 heures, avec des petits avions. Pourquoi des petits avions? Parce que la neige là-bas au Dôme C n'est pas assez compacte pour que les gros avions puissent se poser sur place. Donc c'est des avions qui ne transporteront que des petites charges. Et si on veut transporter du gros matériel, eh bien il faut y aller, on appelle ça en raid, c'est-à-dire qu'on y va en convoi avec des tracteurs à chenilles. Et les tracteurs à chenilles mettent 8 jours, 10 jours pour y aller. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement difficile d'accès. Ce sont des convois de combien de personnes? Alors ce sont des convois d'une dizaine de personnes. Qui transportent à chaque fois une centaine de tonnes de matériel. Mais alors, quel aspect ça a, une base à l'intérieur de l'Antarctique quand elle est toute neuve, quand on est en train de la construire? Ça a quel visage, une nouvelle base comme ça pour tenir à moins 60 degrés? En fait, la base de Concordia, pour l'instant, c'est une station d'été, donc elle n'a pas à tenir à moins 60, elle n'a qu'à tenir à moins 50. Donc c'est bien mieux. Bon, on voit des choses un petit peu étonnantes, c'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est qu'on voit une série de tentes
qui ne sont pas des tentes de camping, c'est des tentes qui ont une forme semi-cylindrique, comme ça. Bon. Et ce sont des tentes avec un tissu qui est un petit peu rembourré, mais c'est tout. Bon. Et avec des tentes avec un poêle à l'intérieur, et qui ne sont pas complètement surprenantes, je veux dire. Hein. Et quand on rentre à l'intérieur, il fait relativement chaud, donc c'est bien. Ça, c'est la première chose. Donc, ce qu'on voit, c'est des tentes, d'abord. On voit aussi, là-bas, une grande tente qui fait 6 mètres de haut, à l'intérieur de laquelle on fait le forage. Bon. Et puis, eh bien, il y a des bâtiments où on vit, c'est-à-dire il y a une cuisine, il y a des sanitaires, etc. Ça n'est pas l'aventure, comme on pourrait le croire. Et ça, c'est fait sous forme de conteneurs, qui sont les conteneurs qu'on met à bord des bateaux, qui sont mis les uns à côté des autres, et qui sont boulonnés, et qui font soit des petites chambres, soit une salle à manger, soit des sanitaires, etc. À quoi va ressembler cette station sur le continent même pour des hivernages avec des moins 70 degrés et pour combien d'hivernants? Alors, ça va ressembler à 2 gros cylindres qui vont être des cylindres de 17 mètres de large et d'une dizaine de mètres de haut. 2 gros cylindres qui vont être reliés par un tunnel. À l'intérieur de ces 2 gros cylindres, dans lequel il y aura 3 étages, eh bien, il y aura des chambres pour les hivernants, il y aura des laboratoires, et puis il y aura aussi des magasins, il y aura aussi le système électrique qui sera installé. Et l'idée, à ce moment-là, en hiver, c'est de mettre dans ces 2 gros cylindres, de mettre, disons, une quinzaine de personnes, qui ne seront pas 15 scientifiques, parce qu'il y a besoin aussi d'entretenir le site, enfin, je veux dire les cylindres, il y a besoin de maintenir le moral des gens, et puis il y a besoin d'assurer la sécurité au moins sanitaire. Et donc l'idée, c'est que parmi ces 15 personnes, il y aura environ, évidemment c'est des chiffres un peu globaux que je donne, il y aura environ 9 scientifiques, il y aura 4 techniciens qui s'occuperont de la base, il y aura un médecin, et il y aura l'arme de la station, si je peux dire, en hiver, il y aura un cuisinier. Est-ce que vous pouvez nous dire quand cette station Concordia va ouvrir? Et en ce moment même, puisqu'il y a déjà des raids, qu'est-ce qu'il se passe sur le terrain? Si votre question c'est quand la station Concordia va-t-elle ouvrir, la réponse est la station Concordia est d'ores et déjà ouverte. Simplement, cette station Concordia, elle est ouverte pour l'été. Ça veut dire, disons, entre le 15 décembre et le 15 février. Ça vous donne la taille de l'été antarctique, et l'été, comme je l'ai dit, c'est quand même moins 35 comme température. Si vous parlez d'une station permanente, cette station ouvrira en février 2003, c'est-à-dire que le premier hivernage commencera en février 2003. Donc cette station existe, elle fait déjà des expériences. Qui fait-on? En fait, il y a une très grosse expérience qui est en cours, qui est une expérience européenne, et je crois que c'est important, parce que ça rejoint l'idée que cette station sera finalement internationale et aussi européenne, qui s'appelle EPICA. C'est une expérience de forage profond dans la glace. Et ça consiste donc à faire des forages qui ressemblent à des forages pétroliers, d'extraire des morceaux de glace de 6 mètres de long environ, et puis de commencer à les étudier sur place, et puis de faire des échantillons qui seront analysés en Europe, en France, mais pas seulement en France, à travers l'Europe. Selon vous, pourquoi est-ce que la France fait financièrement un tel effort? Pour une nation moyenne, européenne, à quoi correspond un effort financier qui n'est tout de même pas négligeable, un effort qui n'est tout de même pas prioritaire? Eh bien, c'est parce que les données qui seront extraites de ce programme-là donneront des informations sur le climat qui a régné dans le monde, pas seulement en Antarctique, mais dans le monde, durant les 500 000 dernières années. Et l'idée, c'est que si on connaît bien le climat dans le passé, eh bien, on arrivera bien à comprendre les mécanismes du climat, donc on arrivera à faire des scénarios climatiques crédibles pour les années qui vont venir. Et là, ça c'est intéressant pour le monde entier, mais c'est intéressant pour l'Europe, parce que l'Europe veut savoir comment le climat européen va varier, s'il va se réchauffer, s'il va se refroidir, il va être humide ou non, etc. Donc c'est quelque chose, c'est la raison pour laquelle, bien que ça soit à 17 000 km de l'Europe, eh bien c'est quelque chose qui intéresse l'Union européenne.
Voilà, cette future station de recherche européenne, lointaine géographiquement, apparemment loin aussi de nos préoccupations, en fait, les rejoint directement. La NASA, qui prépare ses vols pour la planète Mars, a commandé des études à Concordia, puisqu'il y a analogie entre l'isolement des astronautes et celui des hivernants dans la future base. Voilà, je voulais vous montrer comment des recherches locales auront des conséquences globales dont nous serons en fait les premiers bénéficiaires. Noir.